jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Et avec Sonia Mabrouk. Bonsoir Sonia. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. On va parler d'un livre ce soir, ou plutôt d'un pavé dans la mare. Votre invité, je le disais, c'est le journaliste Frédéric Béguin, auteur d'une enquête choc, enquête fouillée, intitulée « Une prière pour l'école, les profs face au casse-tête de la laïcité » chez Plon. Oui, les professeurs et le monde scolaire face au défi de la laïcité. La problématique n'est pas nouvelle, mais le constat est édifiant. Bonsoir Frédéric Béguin. Bonsoir. Vous avez entendu tout à l'heure notre auditrice sur l'enseignement de l'arabe, Jean-Michel Blanquer. Pour contrer, dit-il, l'instrumentalisation dans les mosquées des cours d'arabe, propose de développer son apprentissage. Qu'en pensez-vous ? J'ai réagi en écoutant votre auditrice, vous l'avez vu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pendant cette enquête auprès du monde scolaire, des enseignants, des chefs d'établissement et autres. Ce que j'ai perçu, moi, la réalité que j'ai perçue, c'est que ces cours d'arabe aujourd'hui existent et que les familles et les élèves s'en emparent très peu, souvent parce que c'est, comme elle le disait, ce n'est pas l'arabe qu'ils ont envie d'apprendre ou de parler. Parfois on dit aussi que ce n'est pas l'arabe de la mosquée, que c'est un arabe en effet littéraire, officiel. Selon les professeurs, donc certains élèves ou parents d'élèves préfèrent les cours donnés à la mosquée plutôt qu'à l'école. C'est ce que j'ai senti sur le terrain. Cela dit, j'ai envie de dire que ça part d'une bonne intention de la part du ministre. Un professeur cité dans mon livre me disait, avec la loi de 2004, qui a interdit les signes religieux ostensibles aux élèves dans les établissements scolaires, c'est comme si on avait mis finalement la religion au fond des cartables, en demandant aux élèves non pas de la renier, mais de la taire tout au long de la journée, alors qu'ils la vivent le matin, le week-end, le soir, comme tout un chacun. Oui, mais Frédéric Béguin, sans prendre en compte toute la dimension aussi culturelle de tout ça. Bien sûr, mais ils doivent la vivre dans le respect de la laïcité et des lois de la République comme tout citoyen. Vous avez mené une large enquête auprès de nombreux enseignants sur ce sujet ô combien sensible. Tout d'abord, pour nos auditeurs, pour être concret, quels sont les coups de canif à la laïcité les plus fréquents à l'école ? Deux choses qui ne vont pas vous surprendre à l'entrée des établissements. La loi de 2004 dont je viens de parler contraint tous les élèves à enlever les voiles, mais aussi les grandes croix, les kippas, les turbans. Ça crée... c'est globalement respecté, ça crée une petite tension quotidienne. Je rappelle qu'on a affaire à des adolescents qui sont experts en provocation. Une conseillère principale d'éducation dans un lycée me racontait la loi est connue des élèves qui portent un foulard islamique, elle est respectée par les élèves, mais il faut la leur rappeler tous les matins. Et puis tout au long de la journée, veiller à la largeur des bandeaux qu'elle souhaite garder le plus large possible dans les cheveux. Avec ce qui m'a intéressé, vous avez vu que dans ce livre, je vais assez loin dans le détail de la vie quotidienne. Cette CPE donc me disait il faut bien un critère, et moi mon critère c'est je veux voir les oreilles. Donc on arrive à un niveau de détail et d'attention quotidienne, et puis ce bandeau il faut le rectifier plusieurs fois par jour. Donc l'aspect vestimentaire, on imagine également les cantines, les menus à la cantine, mais également dans votre livre, et c'est ça ce qui est frappant Frédéric Béguin, c'est la contestation des enseignements, dites-vous, Darwin et la théorie de l'évolution, mais aussi le refus de faire des sorties au musée, par exemple. Et pourquoi ? C'est ce qui m'a le plus frappé, moi, au cours de cette enquête. En effet, ces histoires de tenues vestimentaires et de prescriptions alimentaires sont connues. Les contestations d'enseignement, un petit peu moins. Le sentiment que je retire de plusieurs mois d'enquête, c'est qu'elle se développe. Elle commence plus tôt dans la scolarité. Avec des jeunes qui commencent à refuser. Quel âge, quand vous dites plus tôt, quelle classe ? Des minots d'une école primaire de Marseille qui refusent d'entrer au cimetière de la Treille où est enterré Marcel Pagnol dans le cadre d'une sortie pédagogique connue des parents, qui refusent d'être exposés à des croix puisqu'il s'agit d'un cimetière chrétien. Des refus d'élèves d'ailleurs de toutes obédiences, d'entrer dans les lieux de culte des autres, voire d'entendre parler sous un jour favorable de la religion des autres. La religion est au programme à l'école, on apprend de façon évidemment culturelle, historique, les grands textes et les grands symboles et les grands personnages de l'islam. Certains refusent donc ce dialogue interreligieux et plus largement cette connaissance des autres religions. Certains refusent, on m'a cité des exemples d'élèves qui refusent de voir une Bible, alors qu'un professeur de lettres voulait montrer l'objet littéraire qu'est une Bible. Mais dans ce cas-là, comment ça se passe, Frédéric Béguin ? Il y a, vous le décrivez d'ailleurs, les enseignants qui se font traiter de laïcards, d'autres partisans d'une laïcité plus accommodante, et il y a ceux, je voudrais qu'on en parle, qui préfèrent ne pas du tout justement en parler, autrement dit, qui ont déjà abandonné, qui ont déjà baissé les bras.
Pour certains... Sans les stigmatiser, mais essayer de comprendre avec vous. Pour certains, par lassitude, pour éviter les ennuis. Un exemple m'a frappé, c'est un exemple dans une école du sud de la France, des petits de cours préparatoires, encore une fois, CP, on a 6 ans, dans le cadre d'un exercice, doivent dessiner des dieux grecs. Certains, mettant en avant des raisons religieuses avec le langage de leur âge, refusent en disant non, si on fait ça, on va en enfer. Une formatrice d'enseignants propose à ses stagiaires, futurs enseignants, ce cas en leur disant quelle serait votre réaction face à une telle situation de classe. Et elle me dit sur 70 stagiaires, 70 futurs enseignants, j'en ai un tiers qui me dit c'est le programme, je dois leur faire comprendre que nous allons l'enseigner et qu'ils n'iront pas en enfer. Très bien. Un deuxième tiers pense qu'il ne faut... En fait, ce sujet est une source d'ennui, et donc il vaut mieux renoncer et pour ne pas avoir d'ennui. Et enfin, un dernier tiers, sur cet échantillon de 70, dit... Mais c'est normal, c'est pas leur culture, donc on peut pas leur demander de dessiner des dieux grecs. Mais face à cela, il y a les enseignants et on peut comprendre qu'ils soient parfois démunis. Il y a surtout l'éducation nationale. Le ministre nous parle d'une école de la confiance et vous dénoncez plutôt la grande autruche. C'est le cas? On a mis la tête sous le sable? Je dénonce, en tout cas je décris, une grande autruche qui pendant longtemps, en effet, et notamment avec la loi de 2004 sur l'interdiction des signes, a cru avoir tout réglé sur ces questions-là. Et en fait, en s'intéressant à peut-être ce qui était porté sur les têtes, a un petit peu oublié ce qui se passait dans les têtes, et notamment sur la contestation des enseignants. Nous, on pensait quand même, peut-être naïvement, malheureusement, mais de manière aussi un petit peu optimiste, qu'après les attentats de 2015, il y aurait un électrochoc. Mais pas du tout. Il y a eu un électrochoc de courte durée. Non, parce qu'on a mis en place, par exemple, quelque chose qui s'appelle aujourd'hui l'enseignement moral et civique, qui a remplacé l'éducation civique, qui était un petit peu un parent pauvre, avec des enseignants volontaires, pas toujours facile à trouver. Ça suffit vraiment à limiter les coups de canif à la laïcité que vous décrivez depuis tout à l'heure? C'est en tout cas un enseignement qui commence aujourd'hui à partir du CP, qui est obligatoire jusqu'à la terminale, avec des profs formés pour le faire, et puis avec une formation en cours. Tout ça va prendre du temps, et prend du temps, mais une formation en cours aussi de l'ensemble des adultes référents, parce qu'une communauté éducative, ce n'est pas seulement des enseignants et leur hiérarchie, c'est aussi les dames de cantine, les personnels d'entretien qui sont très souvent les premiers témoins de comportements comme ça qui se déroulent dans les couloirs, aux toilettes, à la cantine. C'est une bonne chose, l'enseignement moral et civique. Mais vous avez enquêté durant de longs mois. Vous êtes allé voir beaucoup d'enseignants. Certains vous ont dit non, je ne veux pas témoigner. D'autres vous ont demandé mais pourquoi vous faites une telle enquête? On voulu savoir de quelle idéologie vous vous inspiriez. Bref, etc. Ça n'a pas été facile. Mais est-ce que vous avez l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est ma conclusion, une question pour terminer, les armes face à ce défi majeur et immense? La première arme, c'est une prise de conscience qui date des années 2012-2013, mais qui a vraiment pris toute son ampleur après 2015. Là, les enseignants, j'en parle beaucoup dans le livre, me disent « je n'ai pas reconnu mes élèves ce jour-là », c'est-à-dire le 8 janvier, au lendemain de l'attentat de Charlie, quand il a fallu en parler dans les classes, que des élèves, et là encore, je décris des scènes d'école primaire, d'élèves qui disent « je ne suis pas Charlie, il ne fallait pas faire ça », avec y compris des élèves d'ailleurs d'autres confessions, disant sans prendre à la religion comme Charlie l'a fait, ce n'est pas bien. D'autres religions ou non croyants. Qu'il faut transformer maintenant. Oui, mais c'est pour ça que j'ai appelé ça une prière, parce que je crois qu'il est temps de l'entendre. Merci d'avoir témoigné au micro d'Europe 1. Frédéric Béguin, il faut le lire, une prière pour l'école, parce que l'école, ça nous concerne tous. Merci. Il faut le lire, il faut l'écouter aussi. Merci Sonia Mabrouk, merci Frédéric Béguin. Une fois de temps en temps, on va pas se mentir, ça fait du bien de sortir du schéma politique classique. Des politiques, vous devez en entendre. Il faut en entendre, évidemment, mais une fois de temps en temps, d'autres profils. Merci Frédéric Béguin et à très bientôt sur Europe 1. À demain Sonia, 19h19.